au début de l'UTMB, on voit pas beaucoup de monde. Et là, sur la fin, il y a plus de ravitaux, il y a plus d'endroits où on croise du monde. Je vois Lucie Bartholomé de Salomon, je vois Camille Bruyat de Salomon qui m'encourage. Et ils me disent tous, il y a Rory Boisio qui est juste devant toi. Et elle est cramée. Et là, je me dis, je vais quand même pas doubler Rory, quoi. Ça se fait pas. Et justement, dans mon état d'esprit, c'est ça. Je peux pas fait ça. Et on démarre je démarre avec mes bâtons la montée de la Flégère et je la double au bout de 100 mètres et je la regarde et je lui dis I'm sorry. Et là j'ai pris, en fait, il y avait un dernier ravito. La nuit commençait à tomber, j'ai mis ma frontale juste avant la toute petite côte, avant le dernier ravito, là tout en haut de la Flégère. Et j'ai fait un truc, je suis rentrée dans la tente du ravito, il n'y avait personne, que les bénévoles. Et j'ai pris mon temps. Je leur ai dit, je veux un coca, je vais vous dire, je suis la première française. Mais c'était juste passer un moment avec les bénévoles, je les ai remerciés de leur dire, je vous remercie parce que vous passez votre temps. Enfin, j'ai échangé avec eux, c'était sympa. Et je voulais vivre un moment avec les bénévoles avant de redescendre. Et je me souviens, il y a un monsieur assez âgé qui m'a dit, profite de ta descente, t'en as pour 1 heure et pense à ton arrivée. Salut à toutes et à tous, et bienvenue aux amis trailers, runners ou encore non sportifs. Dans le LTP, je reçois les personnages divers et variés qui constituent ce milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, à travers un entretien au format long, entrer en profondeur dans l'intimité de mes invités. Ceci afin de connaître leur histoire, leurs moments marquants, leurs petits secrets. Mais je souhaite également, dans ce projet, créer une vraie communauté participative. Et pour atteindre cet objectif, vous pouvez m'aider en parlant du LTP autour de vous, car le bouche à oreille reste le meilleur moyen de nous faire grandir. N'hésitez pas également à noter avec 5 étoiles et à laisser un commentaire sur la plateforme Apple Podcast, c'est ce qui m'aide à grimper dans les classements. Mais je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ces considérations et passons à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois une athlète qui a grandi et vit à Arras dans les Hauts-de-France. C'est une athlète trail et plus particulièrement en ultra trail. Elle a tout simplement terminé première française, 7ème féminine et 67ème au classement général lors de l'UTMB 2019 après 27h48 minutes de course. Mais elle a terminé également 3ème de l'Ultra Race en 2018, ce qui lui avait alors permis de devenir ambassadrice de la marque Salomon. Nous allons évoquer avec elle son environnement, l'endroit où elle s'entraîne et notamment les fameux terrils, sa prochaine tentative de D+, en 24 heures, et je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'à la fin de l'épisode, car nous avons fait un petit débrief de l'exploit qu'elle a réalisé, ses meilleurs moments de trail, son UTMB 2019 et tout un tas d'autres sujets. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps, et je laisse place à ma conversation avec Élise Delannoy. Salut à toutes et à tous, et salut Élise, et merci de nous rejoindre dans le podcast. Salut Nico, c'est un grand plaisir que je te rejoins aujourd'hui. Eh ben merci. Je te remercie déjà dans un premier temps d'avoir répondu favorablement à la demande. Et déjà dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaissent pas, Élise, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, donc moi c'est Élise Delannoy, j'habite dans le nord de la France à Arras, j'ai 36 ans, je suis mariée. J'ai pas d'enfant et je travaille en tant qu'ingénieur commercial dans tout ce qui est laboratoire d'analyse. Donc, je vends les automates et les réactifs pour la coagulation du sang, l'hémostase. Donc, c'est un travail qui est très prenant, on va dire, beaucoup de routes, mais j'arrive à garder du temps pour moi pour m'entraîner, pour performer comme je peux en trail. Et c'est vraiment une passion qui m'anime au quotidien. Donc tu fais partie des, on va dire, des athlètes élites qui ont un travail à côté. Oui. Il faut savoir concilier les deux, c'est pas toujours évident, mais bon, ça se fait, la preuve en est. En plus, avec pas mal de déplacements, tu disais, c'est des déplacements qui consistent à quoi ? Donc tu es ingénieur commercial, ça veut dire que tu vends des produits ou ? Voilà, en fait, moi je vends les automates, donc les machines qui permettent de faire les analyses de sang quand on va dans un laboratoire. D'accord. On fait l'analyse de sang, donc on voit tous les petits tubes. Donc moi, c'est l'hémostase. Donc, c'est le petit tube bleu avec un bouchon bleu. Et tout ça, c'est analysé sur un plateau technique. Donc moi, je vais voir ces plateaux techniques, leur proposer de vendre mes automates et également tous les réactifs qui permettent de vendre, de faire marcher l'automate. C'est un peu comme une espresso, quoi. On place l'automate et après, faut que la machine tourne grâce aux réactifs. Donc, il y a un gros suivi là-dessus. Il y a énormément aussi de services à apporter aux clients. Et ces clients-là, c'est les centres hospitaliers et les laboratoires d'analyse privés.
D'accord. Et en fait, tous ces laboratoires, depuis quelques années, sont rassemblés. On appelle ça des plateaux techniques. On a les sites de prélèvement, mais surtout des plateaux techniques. Donc, il n'y en a pas énormément. Donc, ça amène à faire beaucoup de routes quand même pour très peu de clients, en fait, sur une région, quoi. Et donc tu te limites à la région ou c'est vraiment toute la France? C'est international? Non, c'est que régional? Non, ma société, elle s'appelle Stago. On est à l'international, hein. Mhm. Mais par contre, moi, j'ai la région Nord-Pas-de-Calais. Enfin, j'ai les Hauts-de-France et j'ai également la Wallonie en Belgique. D'accord. Donc, c'est assez grand comme territoire. Il faut savoir s'organiser. Ça m'arrive je pars toujours avec mes baskets dans le sac, enfin dans la valise. Quand j'ai Mhm. des nuits d'hôtel, quand je suis en Belgique, je vais courir là-bas, quoi. D'accord. Euh, on va revenir, enfin on va aller dans un domaine que j'apprécie moi particulièrement en début d'épisode. Est-ce que tu peux évoquer avec nous ton parcours depuis ton enfance? Qui était Élise enfant et où tu as grandi, dans quel environnement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors moi, je vais dire que j'ai un profil assez atypique. Parce que quand j'ai écouté les épisodes de tout le monde, bah, tout le monde a eu des parents sportifs. Tout le monde a grandi dans un univers très porté athlétisme, appartenant à un club depuis l'enfance. Et j'avoue que moi, j'étais pas du tout dans cette origine, on va dire. J'ai eu des parents j'ai grandi à la campagne. Mes parents étaient agriculteurs. Donc, forcément, qui dit agriculture dit campagne, donc dit loin de la ville. Donc, pas de stade d'athlé, pas de piscine, à Dans moins de quelle, 30 dans km. quelle ville tu étais? Excuse-moi. C'est un petit village tout près de Bapaume, dans le 62, dans le Pas-de-Calais. D'accord, Donc, c'est à l'île de la Somme, quoi. d'accord. J'en garde des super souvenirs de jeunesse, mais c'est vrai que l'éloignement de la ville, c'était quand même difficile de pouvoir. Je passais mon temps toujours dehors. J'adorais déjà la nature à l'époque, donc j'étais toujours dehors sur mon vélo. Enfin, je bougeais beaucoup. Mhm. J'étais très peu devant la télé à l'époque. Et je me souviens très bien j'avais déjà envie de bouger. Enfin, j'avais déjà beaucoup d'énergie à dépenser quand j'étais très jeune. Et puis après, au collège, je gagnais les crosses du collège sans m'entraîner. Ça, Mhm. je me souviens que le sport, ça les épatait un petit peu. Donc j'allais jusqu'aux régionaux facilement. Et puis donc voilà. Donc, j'ai pas eu on va dire une enfance sportive telle que certains peuvent avoir avec quelque chose de très cadré, avec l'école de l'athlé, donc, j'ai commencé vraiment la compétition vers mes 18-20 ans, quoi. J'ai commencé sur le 5 km. C'est mon mari, en fait, qui m'a mis qui m'a mis à Dossard. Et puis, du 5 kg, je suis passée au 10 kg. Rapidement, je suis passée au semi. J'ai bien senti que j'étais très à l'aise sur du plus long. Ça se passait bien. Donc, après, en fait, on a créé un club de triathlon avec mon mari et des amis. D'accord. Donc, le club de triathlon d'Arras à l'époque, en 2006. Et à partir de là, j'ai fait les manches de division 2 de duathlon. Donc ça m'a pris 2 ou 3 ans. On Alors se déplace. duathlon, tu peux préciser je crois que c'est On court, hmm. on fait du vélo et on recourt. Moi, je suis une quiche en natation, donc le triathlon, c'était pas pour moi. Le Donc le duathlon, duathlon, c'est un peu le triathlon pour ceux qui n'aiment pas nager, quoi. c'est ça, c'est exactement ça. Ceux qui aiment pas se mettre dans l'eau qui est froide, et donc ça, c'était parfait. J'avais même fait les championnats de France de duathlon longue distance en 2009 à Fos-sur-Mer, je me souviens, et j'avais fait un top 10 à l'époque. C'est D'accord. là où j'ai vraiment compris, c'était le déclic de me dire waouh, je crois que t'es faite pour du longue distance. Faut arrêter le court distance, et c'était un effort que j'aimais bien déjà à l'époque. Et excuse-moi, je te coupe, mais ça me fait penser à une question. Du coup, tu disais tout à l'heure que tu étais une enfant active, bon, on va peut-être pas dire hyperactive, mais est-ce que ton comportement d'enfant a influencé le fait que tu étais à l'aise sur des efforts d'endurance, pardon. Je pense qu'on a ça en soi. Je pense Hmm. qu'on a une part. Enfin, je pense que c'est le caractère et la génétique qui forgent aussi la manière dont on réagit à l'effort, quoi. Mhm. Si on aime ça ou si on n'aime pas, quoi. Je pense que ça, c'est vrai, c'est vraiment lié à la personne, quoi. D'accord. Donc tu reviens sur tes fameuses performances en duathlon. Voilà, donc voilà, ça a été un premier déclic de me dire ouais, le longue distance, c'est vraiment un truc qui te convient. Ton corps absorbe vraiment bien la distance, donc il falloir creuser ça, quoi.
Et puis 2010, on m'a ressollicité pour refaire les manches de duathlon, chose que j'avais refait à l'époque, quoi. Et puis moi, je me suis ouverte au trail seulement en 2014. Donc j'ai fait quelques années voilà, de triathlon, duathlon, avant de découvrir le trail en 2014, ouais. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette découverte du trail? J'aime bien connaître le moment où, on va dire, tout a basculé. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors 2014. 2014, un copain qui s'appelle Jérémy, s'il m'écoute, je lui fais un coucou, nous propose d'aller faire la Maxi Race d'Annecy. Donc le trail, on se dit, ouais, avec Nico, avec mon mari, on se dit, ça a l'air sympa, nature. On faisait déjà beaucoup de raids ensemble, tous les deux depuis plusieurs années, donc raids multisport. Donc voilà, pareil, les forts longs, j'étais à l'aise aussi dans le raid multisport. On avait déjà crapahuté pas mal sur des week-ends entiers. Et là, on s'est dit, tiens, ça changera du raid. On s'en avoir marre aussi du triathlon où c'était très cadré, très carré, des horaires spécifiques. Avec le boulot, c'était compliqué. Donc, on s'est dit, ça peut être une bonne opportunité de découvrir le trail. Donc, on part à la Maxi Race au mois de mai 2014. Et j'avoue, nous, on s'est entraîné comme on s'entraînait pour le triathlon, le duathlon. On n'a pas fait une séance de plus de 2h30, je pense. Arrivé sur le 84 de la Maxi Race, on n'avait pas fait une seule séance en montagne. On s'est dit, bon, c'est pas grave, on a des bâtons, on fera de la rando, on marchera, quoi. Le tout, c'est de le finir. Et puis, moi, je suis partie. On est parti, on est arrivé les derniers, on était à la bourre, on était vraiment les derniers, tout derrière. Et ouais, le truc, on démarre et puis en fait, on remonte. Je suis restée avec mon mari jusqu'en haut du Semnoz. Et là, on s'est retrouvés à la 400e place en haut du Semnoz. Donc on s'est dit, waouh, on a bien remonté. Et puis on a crapahuté ensemble une paire de kilomètres jusqu'à temps que son estomac fasse défaillance et je suis obligée de l'abandonner alors que bon, je voulais l'assister. Voilà, je suis restée un petit peu avec lui, mais je suis partie au 70e toute seule et je fais un super classement. Enfin, je finis, mais euphorique. J'étais Comme une balle. Dans un état à l'arrivée. Les copains qui couraient le marathon en 3 heures étaient bien derrière moi, donc c'était la grosse surprise. Je crois que je fais 11e ou 12e, alors que j'avais jamais fait un chemin de montagne, je savais pas ce que c'était, quoi. Je découvrais vraiment le trail. Mais donc, de manière générale, un chemin de montagne, tu ne savais pas ce que c'était, ou tu avais fait quand même de la rando ou... Ouais, la rando, mais jamais j'avais couru en montagne, quoi. C'était vraiment une découverte de courir en montagne. C'est pour ça que j'en ai un souvenir mais incroyable de cette Maxi Race en 2014 parce que ça a été vraiment la révélation de me dire ça y est, c'est le sport que je veux faire, c'est nature, je m'amuse dans les chemins, l'effort me plaît et depuis voilà, j'ai pas arrêté le trail, j'ai pas repris de licence de triathlon à partir de là et je suis partie en me disant voilà, je veux faire du trail. En plus on commençait à vraiment avoir beaucoup plus de compétitions de trail que ce soit dans la région ou même en France. C'était vraiment, ça partait crescendo. La même année, voilà, j'ai fait aussi les Templiers, donc pareil, le 76, ça s'est super bien passé. Et 2015, je prévois en 2015 voilà, de me faire une super saison de trail. Et malheureusement pour moi, en mai, je suis en entraînement de VTT, j'ai un gros accident quand même parce que j'ai triple fracture du poignet. Ah oui. Un 26 mai, donc autant dire que la saison est morte. Donc j'étais en VTT, en fait je me suis pris un cheval qui m'a éjecté à quelques mètres. Oh la vache. Ouais, donc je suis restée plutôt. Un cheval, ouais, c'est pas commun. Puis le bon cheval, bien costaud, au moment où je passe, il met son arrière-train devant moi et donc il m'éjecte alors que j'avais les calottes. C'était pas sympa. C'était pas sympa à ce moment-là. La cavalière qui s'enfuit, enfin le truc horrible. Mais bon, ça me fait aussi un gros déclic. C'est que je suis écœurée parce que je me dis mais la saison d'été elle est foutue. J'étais inscrite au Mercantour Trail, donc première édition au mois le 2 ou 3 septembre, 145 km. Avec toujours le fameux Jérémy qui nous avait proposé la Maxi Race. Et ça, j'ai dit, je garde cette date en septembre. Sauf que forcément, j'ai fait aucun entraînement de l'été. Mais j'avais ça en tête, c'était faire ce Mercantour. Et un ami d'enfance me propose de faire le Marathon des Sables, du coup, en avril 2016.
Donc, je m'inscris en 48 heures. Je me dis, bah, allez, ça me fera un super objectif, ça va remonter le moral. Donc, et je fais le marathon des sables en 2016. D'accord. Donc, ça a été l'année 2015. Donc, compliqué. Je reviendrai sur le Mercantour après, je pense. Je sais on en reparlera un peu plus longuement. Et après, donc 2016, une super année, marathon des sables, une expérience mais incroyable. Il y a le côté sportif, mais c'est surtout le côté humain. Ça a été énorme. J'ai fait les connaissances que c'est devenu des super amis. Non, c'est vraiment des courses à étapes comme ça dans le désert où on est coupé de tout, où on nous interdit d'avoir le téléphone, d'avoir quoi que ce soit au niveau confort. Ça remet en question sur justement la facilité, enfin les trucs bêtes. Je me souviens, je suis rentrée, j'avoue le robinet. On vous dit waouh, l'eau chaude qui coule du robinet. Le matin, on appuie sur le bouton de la Nespresso et on se dit mais un café, mais un vrai café quoi, pas un jus de chaussette froid. Et en fait, c'est des choses en fait qui m'ont marqué et ça remet dans le droit chemin des valeurs réelles de la vie et se rendre compte pour les gens qui se plaignent en permanence de la chance qu'on a d'être né en France quoi. Enfin, c'est clair. C'est clair. On a un bol pas possible. Le temps qu'on a la santé, tout va bien quoi. C'est clair. Là-dessus aussi, j'ai beaucoup appris sur la manière de voir la vie quoi. Tu nous en reparleras de cette expérience un peu plus en profondeur tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien parler avec toi d'un sujet là qui est, je pense, important pour toi, notamment en termes d'entraînement, etc. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ta région ? Alors, c'est une région qui est, comme j'ai vu dans certaines interviews, tu l'appelles le plat pays, même si c'est pas la Belgique, mais bon, tu considères que c'est le plat pays. Comment tu te positionnes ? Qu'est-ce que c'est pour toi la région d'Arras et tout ? Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Alors, les Hauts-de-France, c'est... En fait, on a l'impression qu'il fait toujours mauvais, mais je vous avoue que non, il fait pas toujours mauvais. Il fait même très beau là depuis, je trouve, depuis 2 ans, le climat est vraiment en train de changer. Aujourd'hui, on a encore 26 degrés. Donc, c'est une région qui est très, très variée. On a la chance aussi d'avoir la Côte d'Opale. Moi, j'aime beaucoup la Côte d'Opale. Il y a la mer, il y a les grandes plages de sable. C'est très plat. Il y a les dunes. Et puis après, on a nos fameux terris, en fait, les nordistes qui font du trail. On les touche, on se retrouve tous sur les terris. Même tu peux expliquer ce que c'est les terrils pour ceux qui ne savent pas ? Alors, les terris, c'est... moi, je suis à Arras, c'est à 20 minutes d'Arras. C'est... toute la région minière où, à l'époque, on avait, on appelle ça le bassin minier, de toute façon. C'est là où il y avait les extractions en fait, de charbon. Donc, tout ce qui était extrait, ça fait des... J'ai un copain normand qui appelle ça les taupinières, en fait. Ça fait vraiment une taupe, comme un trou de taupe, un mont de taupe, mais énorme. Donc, ça nous permet d'avoir du dénivelé. On peut monter, mais bon... ça monte pas très haut non plus, donc il faut faire des allers-retours. Donc c'est là où c'est un entraînement qui est très... ça forge un mental, on va dire. Parce que si on veut faire du D+, c'est monter, descendre. Et c'est vrai que c'est vraiment typique des entraînements des nordistes qui veulent se préparer pour un trail en montagne. C'est qu'on sait qu'on est obligé de passer par les terrils. Donc celui qui est connu, c'est le terril de Los Angoel, où là, on a vraiment le droit de courir. Parce que les autres sont quand même classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ils protégés, et donc tout ce qui est course à pied provoque de l'érosion. Donc on nous demande de courir sur certains terris et même pas tous. Mais voilà, donc la région, voilà, quand même, elle est plate, mais on a la chance d'avoir ces terris pour pouvoir arriver en forme le jour J quand on a un trail en montagne, quoi. Alors moi, personnellement, je vais parler un petit peu de moi 2 secondes. Je connais les terrils parce que en fait, j'ai grandi à côté de Gardanne et c'est une cité minière aussi. Et il y a effectivement 2 terrils et on est monté quand on était plus jeune. On montait effectivement comme vous le faites, on montait en haut du terril quand on était gamin, quoi. Donc voilà. Donc après, on a les chaussettes noires. Voilà, tout y passe, quoi. Mais c'est exactement ça, voilà. C'est clair. Ça permet de varier un petit peu le terrain et d'avoir du D+, quoi. C'est clair. Et donc tu disais, ouais, c'est ta région, tu y es attaché quand même Je suis attachée à ma région, mais je suis surtout attachée aux gens du Nord, parce que c'est vrai que on a quand même, il y a quelque chose qui se passe quand on appartient à une région, et c'est vrai que c'est surtout sur l'UTMB, j'ai été portée par les gens du Nord. Je sais qu'ils me suivaient de loin pendant mon UTMB. Au retour, ça a été une fête incroyable dans la région, quoi. Ça a été vraiment
il y a une cohésion, on va dire. Il y a vraiment une cohésion entre les nordistes et ça, je le ressens beaucoup, quoi. Bon, c'est J'ai cool. eu l'occasion d'organiser, en fait, beaucoup m'avaient réclamé de faire un entraînement commun avec moi. Et j'ai fait ça, c'était après le confinement, mais on s'est retrouvés à plus d'une centaine Ah oui, justement, sur Internet. Et je me dis, mais j'ai juste proposé un entraînement en commun et il y a 100 personnes qui sont venues. Donc, incroyable. c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est l'échange, le partage. Et surtout, après, ce que j'ai pu apporter à certains qui du coup, se disent, en fait, c'est possible. Et ça me fait plaisir de pouvoir les aider à croire que, oui, en effet, ils peuvent y arriver, quoi. C'est pas parce qu'on est dans le corps qu'on ne peut pas réussir à faire ce qu'on a envie sur un trail de montagne. Il faut juste s'entraîner et puis se donner les moyens. Alors moi j'aimerais aborder un autre sujet mais qui est en lien avec ce que tu viens de dire, c'est la communauté trail. Tu disais tout à l'heure que tu étais une ancienne triathlète, vous étiez des anciens triathlètes. Déjà, d'une part, quelle est la différence entre la communauté des triathlètes et la communauté trail? Et qu'est-ce que tu apportes et qu'est-ce que tu retiens de la communauté trail principalement? C'est un petit peu différent. On va dire que la communauté de trail est plus portée sur la nature, moins moins carré, on va dire, sur il faut absolument que je fasse ma séance de natation, ma séance à pied, ma séance de vélo, sinon ça va pas aller. On est plus cool, en fait. C'est ce côté liberté, se dire, ouais, là, je pars pour 2-3 heures et puis c'est plaisir. En fait, il y a plus de plaisir, je trouve, dans le trail que dans le triathlon, où des fois, j'avais l'impression que c'était, faut faire la natation. Bon, ça me plaisait pas trop, en plus, la natation. Faut faire la natation, le lendemain, c'est le fractionné. La séance de vélo, il faut passer ça, ça, ça. Donc, je trouve qu'il y a un côté Même en cool. étant élite, dans le trail, il y a plus détendu. L'esprit, en fait. Ouais, je trouve que l'état d'esprit est plus cool, ouais. Alors après, je côtoie encore des triathlètes qui sont des copains de longue date, hein. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas retournée dans un club de triathlon pour voir si ça avait évolué ou pas. Mais je trouve que le triathlon, c'est beaucoup plus drastique, on va dire, au niveau discipline. Ouais. Après, il y a une... Et après, les règles, la fédération, enfin, il y a des choses aussi qui étaient aberrantes. Enfin, quand on était sur un triathlon, on n'avait pas le droit d'abaisser la petite zapette sur la trifonction. Enfin, il y avait des règles qui étaient aberrantes, quoi. Si un triathlète se mettait à côté de soi, j'ai un copain qui une fois me propose une barre, il était à côté de moi, l'arbitre dit, il est en train de drafter, alors il s'est pris une pénalité, alors que non, on était juste en train de partager une barre. Enfin, c'est une accumulation de choses comme ça qui m'ont dit, mais moi le week-end, j'ai pas envie qu'on me prenne la tête, je suis là pour me détendre. Donc je trouve que dans le trail, on est plus sur ça, quoi. C'est vraiment la détente. Et vous avez basculé d'une communauté à l'autre lors de cette fameuse Maxi Race. C'est ça, c'est exactement ça. Sans regret et sans regarder en arrière. Non, parce que j'y trouve mon compte, parce que j'ai vraiment une révélation sur le trail est fait pour toi, quoi. Donc c'était sans regret. Et ton époux, pareil, a la même situation que toi? Lui, le trail, surtout longue distance, c'était pas forcément fait pour lui, parce qu'à un certain kilométrage, à 75 km, comme beaucoup, il a des soucis gastriques. Donc à chaque fois, c'était l'abandon avant de terminer, alors que c'était presque la fin. Donc lui, après, il a eu des problèmes de dos, d'hernie discale. Donc lui, s'est porté sur le roller. D'accord. Donc lui, il est parti dans des délires de faire des 24 heures du Mont Roller, très, très performant sur le roller et surtout sur le raid multisport. En plus, avec des copains, là, ce week-end, il s'est refait un raid avec des copains. Donc, plus varié, on va dire, dans les disciplines. Très bon aussi dans le vélo, backpacking. Enfin, lui, il est plus ouvert à tout. Et c'est vrai que moi, je suis centrée sur le trail, quoi. Et qu'est-ce qui t'apporte, Nicolas, c'est ça? Qu'est-ce qui t'apporte dans la pratique du trail aujourd'hui? Beaucoup de soutien. Pendant la préparation du TMB, il m'a beaucoup soutenu. Il a géré mes ravitaillements. Ça a un côté aussi de partage, parce que sinon, je pense qu'on ne se verrait pas beaucoup. Quand on prépare un ultra, c'est des heures d'entraînement après le travail. Et si on ne partage pas ça, je pense qu'on peut vite chacun avoir sa vie, que là, on partageait vraiment les entraînements. Donc, il s'est bien remis au trail l'année dernière grâce à l'UTMB. Et puis, je fais aussi du VTT. L'hiver, je fais beaucoup de VTT. Donc, on partage des grands moments de sport ensemble. On aimerait bien faire plus de raids ensemble. Moi, je peux pas faire les deux. C'est compliqué de faire du trail plus du raid, parce que le raid est quand même c'est très énergivore, donc faut garder la forme pour le trail. Mais on partage une passion commune, ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, j'ai vu que tu as fait tes premiers trails, enfin tes premières années de trail sous la bannière du Touquet Trail Nature. Est-ce que tu peux nous Oui, parler un petit peu de cet aspect-là? alors le Touquet, oui, oui, oui. Alors ça, c'est une petite famille, on va dire, ce club. En fait, ils m'ont appelé. Enfin, le Touquet de chez moi, c'est à 1 heure, donc c'est pas à côté de chez moi, hein, c'est à 1h20 de chez moi. Mais le week-end, c'est vrai que j'y suis souvent. Mais ils m'ont appelé en 2016 pour faire les manches du TTN, donc du Trail Tour National. Mhm. Et donc on s'est déplacé, on s'est fait des week-ends un peu partout, et c'est vraiment l'ambiance. Et là, c'est vraiment c'est ça que j'aime bien, c'est que bah c'est pas pour autant qu'on partageait pas des bons moments les veilles de course, à boire une bière, boire un verre de vin. Hmm. Je trouve qu'on a un côté cool et détendu dans la communauté de trail, et j'en garde des super souvenirs de tous ces week-ends partagés un peu partout en France, quoi, pour faire les manches du TTN. Je te remercie. On va basculer sur le sujet qui m'intéresse moi principalement, et je pense aussi les auditeurs, ton UTMB 2019. Alors, j'ai regardé tes interviews, pas de dossard élite au départ, Non, pas d'expérience de ce type de course et sur des courses aussi longues. non. Comment tu abordes cet événement et dans quel état d'esprit tu es au départ? L'année 2019, elle a mal démarré pour moi. En fait, en janvier, on va dire que je me blesse souvent, mais je fais une chute. Je fais une chute sur le genou. Et janvier, je me dis, bon, c'est le début de la saison, je vais courir, je fais une pause de 15 jours et puis le genou, ça ira au bout de 15 jours. Mais en fait, le genou, je ne savais pas. C'est pas remis tout seul du tout, mais j'ai continué de courir en février, j'ai continué de courir en mars, jusqu'au moment où mon genou gonfle, mais d'une puissance maximale. Donc là, j'ai la chance d'être suivie par Arthrosport à Annecy. Mhm. Et là, le chirurgien me dit, écoute, on essaye de faire une ponction. Enfin bref, on essaye pendant 10 jours, je reste sur le canapé en espérant que la ponction, ça y suffit. Parce que j'avais une bursite, donc un Ouais. hygroma. Au bout de 10 jours, je vais chez le kiné, je reviens, le truc regonfle. Donc 3 jours après, je me fais opérer en urgence. Le truc était infecté en fait. Donc j'avais C'était un quand ça? hygroma infecté. Ça, c'était au mois de mars. Je me suis fait opérer au mois d'avril. Donc l'UTMB est en septembre. En avril, je suis sur le billard, un 8 avril. D'accord. Autant te dire que dans mon esprit, c'est mon UTMB, je l'aurais pas, quoi. Ah oui. Et donc, le Jean-Charles de Arthrosport me dit, dans 3 semaines, tu peux recourir, perds pas espoir pour l'UTMB. Donc lui, il est vraiment spécialisé pour la rééducation très rapide. Mon kiné, Baptiste, s'il m'entend, je me souviens, il m'a pourri quand je lui ai dit, je reprends la course à pied là dans 3 semaines. Il me dit, mais t'es malade, t'es pas cicatrisé. J'avais une grosse cicatrice quand même. Ouais. Et je lâche pas mon idée de faire l'UTMB. Je recours au bout de 3 semaines. Bon, j'avais toujours le stress parce que le truc étant infecté, mon chirurgien m'a dit fais gaffe que ça revienne pas. Donc j'étais toujours en stress quand même pendant plus de 6 semaines à savoir si ça allait pas revenir. Donc début 2019, c'était affreux, hein. Franchement, j'étais toujours sur les gardes à savoir si ça allait pas aller. T'avais l'épée de Damoclès constamment au-dessus de la tête. C'est ça. Donc un état d'esprit où je veux mon UTMB et depuis ce moment-là, je fais tout pour l'avoir. Ouais, J'ai été inscrite au 90 du Mont Blanc, donc 27 juin. ouais. Et je me dis, ce sera le test. Si 90 km passent avec le genou, bah, l'UTMB passera. Donc je m'entraîne, je me fais très mal au cardio parce que je ne m'étais pas entraînée du mois de mars, pas entraînée du mois d'avril. Je reprends début mai, je me fais des séances, mais horribles. De l'espace. Ouais, et vraiment là, j'ai souffert, mais j'étais là. Si tu veux ton UTMB, il faut passer par là, il faut retrouver ton niveau, quoi. Et donc, je fais les 2 mois d'entraînement comme il faut. Et 90 du Mont Blanc, c'était du bonheur. Je finis 9e. Ah oui. Le truc, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, je fais top 10. Et de toute façon, il y a une photo à l'arrivée. Je hurle de joie parce que je me dis, j'ai mon UTMB, c'est bon, je prends le départ. Il y avait un gros plateau en plus cette année. Il y avait Ruscroft et tout cette année-là, non, je crois? Elle n'était pas sur le 90. Ah, elle était sur le 42, ouais. Ouais. Mais il y avait un beau plateau. Enfin, jamais j'aurais imaginé faire un top 10. Moi, je venais de tester, quoi. C'était le trail de reprise déjà, et c'était qu'est-ce que le genou va donner. Donc j'avais un gros pansement. Enfin, c'était. Mais à partir de là, j'ai eu le déclic de me dire c'est bon, ça va passer. On oublie l'aspect genou. Maintenant, on se met bien. Dans 2 mois, c'est le départ de l'UTMB, quoi. Et puis Greg Vollet de Salomon, avec qui j'avais sympathisé quand on était parti. Parce que l'année d'avant, j'avais fait
l'Ultra Trail de la Maxi Race, le 130 bornes, et j'avais mis mon ticket pour les Salomon Running Academy. Donc, je gagne un ticket. Donc, au mois de novembre-décembre, on part à cheval sur fin novembre, début décembre 2018 à Hong Kong. Et on participe même au Lantau Trail. Donc, c'était une super expérience de 10 jours. On est parti. Donc, c'était les 18 hommes, 10 femmes sélectionnés autour du monde sur des ultras qui se sont retrouvés tous ensemble. Et c'était les premiers non sponsorisés à l'époque. D'accord. Et donc, on se retrouve tous là-bas. Et puis, c'est vrai qu'en discutant, je parle un peu de mon parcours à Greg. Et quand je lui dis que j'ai mon ticket pour l'UTMB en janvier, il me dit, si tu veux, je te donnerai des conseils. Parce que je lui ai expliqué un petit peu comment je m'entraînais. Et je pense qu'il s'est dit, mais elle n'a pas l'entraînement qu'il faut pour faire du trail en montagne. Donc, il m'avait donné des conseils. Donc là, en juin, je lui dis, là, je veux que tu m'aides pour être prêt dans 2 mois. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Et je fais des séances... Je me fais mal encore tous les week-ends. J'enchaîne vendredi soir, samedi, dimanche. Jamais j'aurais osé m'entraîner comme ça de mon propre chef, on va dire. Mais vraiment, là, je me suis entraînée au cardio, chose que je n'ai jamais avant. C'est que là, je me poussais dans des zones de cardio, chose que je n'ai jamais fait. Je me faisais pas mal aux entraînements, en fait, avant. Que là, je me suis vraiment fait mal sur les entraînements, tous les week-ends. J'avais le mental, en fait, qui se préparait à me dire, ton UTMB, tu vas l'avoir, tu vas prendre ta ligne de départ. Tu n'y croyais pas en avril, et là, c'est parti, tu l'auras, ton UTMB. Donc, j'étais vraiment... Boosté comme jamais. Voilà, c'est ça. Chaque week-end qui passait, je lâchais rien. J'ai fait toutes les séances qui m'avaient conseillé pour arriver. En plus, on a fait un repérage, c'était super, début août, avec toutes les filles Salomon. On était invités à faire la reco de l'UTMB sur 4 jours, 3 jours ou 4 jours. Et donc, ça, c'était un super moment aussi de partage avec les autres filles, avec Mimi Kotka, avec Camille Bruyat, avec d'autres ambassadrices Salomon. Et c'était un super souvenir. Il y avait Bess Pascal aussi. J'avais couru une journée avec elle. Enfin, des super souvenirs. Et qui permettent aussi de repérer le parcours. Et ça, c'est un avantage quand même. Je trouve que de repérer l'UTMB, surtout quand on a les passages de nuit, là, au moins, on se rend compte de où on est quand on a les souvenirs. C'était un super avantage. Et ça permet aussi de faire un super entraînement en montagne. Là, j'ai progressé aussi en descente grâce à ce stage. J'ai fait les vacances à Chamonix aussi. J'ai mis toutes les chances de mon côté en me disant je fais 3 semaines complètes à Chamonix. Et puis, je fais un entraînement pour être prête comme il faut le 30 août. C'était le 30 août, ouais. Et puis, t'es dans quel état d'esprit quand tu es sur la ligne de départ ce jour-là? Alors, la ligne de départ, en plus, j'ai pas de dossard élite, donc je me pointe à 16h30 pour avoir une place bien devant, pour ne pas me retrouver tout derrière et essayer de me placer pour prendre... En fait, j'avais une stratégie. Et ma stratégie, contre toute attente, je pensais jamais, mais elle a marché du début à la fin. Pendant mes 170 km, j'ai mis en œuvre ma stratégie de A à Z. Alors, raconte-nous ta stratégie. Alors, ma stratégie, c'était, je pars vite, je me place dans le bon wagon. Et après les ouches, quand ça commence à monter, là, je sors les bâtons et je ralentis. Chose que j'ai faite. Je suis partie direct. En fait, il y avait Bess. Je me suis calée sur Bess Pascal pour le rythme jusqu'aux ouches. Donc, j'étais avec Bess et Christine Berglou. On était toutes les 3 jusqu'aux ouches. Et je suis partie sur une moyenne de plus de 13,5. Et là, je me disais, les gens qui me suivent, ils vont se dire que je vais jamais finir. Et c'est ce qui s'est dit, je sais que c'est ce qui s'est dit. Mais ils ne savaient pas que j'allais ralentir aux ouches pour aller chercher le col de Vodza. Là, j'ai vraiment ralenti. Et ma stratégie perso, c'était, j'aime pas la nuit. En fait, j'aime pas courir de nuit. J'ai moins d'entrain parce que je vois pas le paysage, donc je suis pas portée. Et donc, je savais que la nuit, ça allait baisser. Donc, j'ai dit, bon, je gère la nuit comme je peux. On verra la température qu'il fait. On verra comment... j'appréhendais aussi les côtes, la côte du Bonhomme... Donc voilà, toutes ces côtes-là. Et je gère la nuit. Je passe, alors que là, aux ouches, j'étais bien placée. J'arrive à la fin de la nuit, je suis 23e. Donc, on a l'impression que je suis en train de régresser. Et en fait, moi, le lever de jour, c'était mon boost. Je m'étais dit, dès que le jour se lève, tu repars. Et je me souviens, j'étais dans la montée pour le refuge de Burton. Le jour se levait. Et j'ai senti que j'arrivais à mettre les gaz. Hop, j'ai pris un accélérateur. Ça répondait, c'est ça. Et après, j'ai pu lâcher. Et c'était le déclic.
C'était à La Foulie, donc un peu plus de 100 km, ça va être entre 100 et 110 km à La Foulie. Là, c'était, je pars, c'est parti, c'est là où il faut accélérer. Et je pensais jamais y arriver, mais j'ai commencé à accélérer au moment où je le voulais. Et ça m'a conforté, ça m'a donné aussi du peps de me dire, j'arrive à faire exactement comme j'ai envie. C'est dingue, sur un ultra, il y a toujours des moments où on n'arrive pas à faire comme on veut, une stratégie, il suffit de se fouler la cheville. Et là, je me dis, c'est dingue, j'arrive à le faire, quoi. Donc j'ai partir de La Foulie. Je double Juliette Blanchet avant Champé. Et là, je me dis, waouh, j'ai dû remonter au classement, mais un truc de meumeux, quoi. J'arrive à Champé, et là, j'ai mon mari qui me dit, t'es dans le top 10. Oh la vache. Et là, il me dit, t'es dans le top 10. Il fait mon téléphone, il explose. Là, je sais pas ce qui se passe, mais t'es en train de faire un truc de malade. Et moi, je suis en forme. Je me sens mais super bien. Donc, je me dis, go, j'ai rien à perdre. Je suis sur un bon rythme. Il faut que je le garde. Et puis, on verra si ça tient jusqu'au bout. Mais me connaissant, je me sentais décuplée d'énergie. Je me disais, ça va tenir. Et dans ma tête, justement, après, c'était, de toute façon, à la fin, il reste les 3 bosses. Il y a Triande, Valorcine, La Flégère. Et ça, je me disais, quand tu seras là, ce sera déjà, tu auras déjà fait un bon gros morceau. Et je gère les trois dernières bosses, mais avec un grand smile. Je suis euphorique. Je pense que je suis passée dans un espèce d'état second. Je ne l'explique pas, mais j'ai pas de douleur. Je pense qu'à la ligne d'arrivée. Et je me sens portée, en fait, par ce qui se passe. Je sais que il restait à ces 3 derniers ravitaillements. Mon mari me dit, c'est un truc de malade ce qui se passe dans le Nord. Tout le monde te suit. J'ai des messages de tout le monde. Et du coup, en courant, j'imaginais ce qui pouvait se passer justement ici, dans le Nord, dans la famille, chez les amis. Je me dis, waouh, je suis en train de faire un truc. Ils sont tous en train de me porter là. Je sens l'énergie qui est là, quoi. Et ça m'a vraiment aidé pour aller jusqu'au bout. Et j'avais vécu l'arrivée du 90 en juin à Chamonix. Et je me disais là, l'arrivée d'un UTMB, je l'ai vu à la télé, mais pendant des années, je voyais une Caroline Chavreau arriver, une Nathalie Mauclair, et ça me faisait rêver, quoi. Je me disais, c'est magique, une arrivée à Chamonix. Tu vas nous raconter ton arrivée plus précisément. Juste avant que tu racontes cette arrivée, j'ai une question. Dans ces 3 derniers cols, tu sais que tu es dans le top 10. Tu prends conscience que tu doubles encore du monde à ce moment-là, à Valorcine ou à... Avant la montée de La Flégère, je crois que c'est un des grands moments de mon UTMB. En fait, j'ai mon mari qui est là, ils étaient à 3 avec 2 copains, donc ils sont à 3 là, sur la route avant La Flégère. Ça fait du bien de les voir parce que c'est vrai qu'au début de l'UTMB, on voit pas beaucoup de monde, et là, sur la fin, il y a plus de ravitaux, il y a plus d'endroits où on croise du monde. Je vois Lucie Bartholomé de Salomon, je vois Camille Bruyat de Salomon qui m'encourage, et ils me disent tous, il y a Rory Boisio qui est juste devant toi, et elle est cramée. Et là, je me dis, je vais quand même pas doubler Rory, quoi. Ça se fait pas. Justement, dans mon état d'esprit, c'est ça. T'as pas fait ça. Et on démarre, je démarre avec mes bâtons la montée de La Flégère, et je la double au bout de 100 mètres, et je la regarde, et je lui dis, I'm sorry. tout le respect dans une phrase. C'est ça, et j'étais juste désolée. Et je suis partie, quoi. Mais ouais, et là, j'étais vraiment dans un état second, quoi. Il y a rien qui m'arrêtait, quoi. J'ai l'impression et pourtant, je me suis pas bien alimentée. Enfin, je prenais moins le temps de bien manger. Je me disais avance. Donc je mangeais très peu. Je pense que j'ai mangé des blocs là de Cliff, les blocs Cliff. Et je crois que ça m'a vraiment sauvée parce que j'ai vraiment pas assez mangé, je pense, sur la fin. Mais bon, ça c'est passé. Mais c'était dangereux j'étais vraiment focalisée sur t'arrêtes pas, fonce, machin, et j'en ai oublié, manger des barres plus souvent, quoi. Et tu continues à doubler du monde après dans la descente, parce qu'après la Flégère, il y a plus de difficultés, il y a que de la descente, enfin, entre guillemets. Alors, et là, j'ai pris, en fait, il y avait un dernier ravito. La nuit commençait à tomber, j'ai mis ma frontale juste avant la toute petite côte, avant le dernier ravito, là, tout en haut de La Flégère. Et j'ai fait un truc. Je suis rentrée dans la tente du ravito, il n'y avait personne, que les bénévoles. Et j'ai pris mon temps, je leur ai dit, je veux un coca, je vais vous dire, je suis la première française. Mais c'était juste passer un moment avec les bénévoles, je les ai remerciés, de leur dire, je vous remercie parce que vous passez votre temps. Enfin, j'ai échangé avec eux, c'était sympa. Et je me disais même pas, peut-être que Rory, elle est juste 100 mètres derrière et qu'elle est en train de te rattraper. Et je voulais vivre
un moment avec les bénévoles avant de redescendre. Et je me souviens, il y a un monsieur assez âgé qui m'a dit profite de ta descente, t'en as pour 1 heure et pense à ton arrivée. Et c'est ce que j'ai fait dans la descente. J'ai essayé de faire attention de pas me faire une entorse. Je me souviens, parce que là, il y a pas mal de racines, pas mal de cailloux, elle est assez technique. Je l'ai faite il y a 3 semaines. Tu vois de quoi je parle? Elle est piégeuse. Voilà, les piégeuses. Dans la nuit, j'avais la frontale et je gérais vraiment la descente et j'imaginais la ligne d'arrivée. J'imaginais vraiment, mais et je la concentre-toi. Et quand après, il y a les petits cailloux et j'ai commencé à avoir des toits. Là, c'était waouh. Au fond de moi, c'était l'euphorie, quoi. Tu penses à qui là à ce moment-là? Tu penses à quoi? Je pense à tout le monde qui me suit parce qu'en plus, je me dis, on est samedi soir, il est 21h, les gens sont devant l'écran. C'est sûr. Ils sont focalisés là sur mon arrivée. C'était vraiment le bel horaire en plus pour arriver. Je pense à mon mari, je pense à tous ceux qui m'ont soutenu sur cette préparation, mes ravitailleurs Hervé Pascalou qui était là aussi. Je pense à ma famille qui suit ça de loin. À ta région? C'est la région qui est derrière, les copains, les amis. Je me dis, mais je fais un truc. Je savais que je pouvais m'approcher du top 10. Je pense que ça, je l'espérais, m'approcher du top 10, mais pas faire 7e et faire première française, c'était juste waouh. Et puis, l'émotion procurée sur cette ligne d'arrivée, c'était incroyable. La question que je me pose, c'est comment tu as réussi à faire le petit saut que tu as fait juste avant, juste en passant la ligne d'arrivée, après 170 km. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez la vidéo ou sur YouTube ou sur le site de l'UTMB. Il y a un petit saut alors je vais appeler ça un petit saut de cabri, mais c'est assez impressionnant. C'est l'euphorie, mais c'est la joie en fait qui sort en fait. C'était mais justement c'est parce que depuis quelques années, je voyais les arrivées du TMB et je me disais, le jour où je fais mon UTMB, cette ligne d'arrivée, mais comment je la passe? Et je me posais toujours la question, mais comment? Et là, ça a été naturel. J'ai foncé sur cette ligne, mais la joie d'arriver, surtout avec mon passif, j'ai pensé à mon genou aussi, à me dire, t'imagines qu'en avril, j'étais sur mon... Au bloc J'étais au bloc opératoire le 8 avril et je me dis, là, je boucle mon UTMB, alors que je me disais, mais tu l'auras pas ton UTMB, c'est mort, tu te fais opérer, c'est de la folie, quoi. Donc, beaucoup m'ont dit, mais ton UTMB, il faut pas le faire cette année, tu viens de te faire opérer. Donc, j'ai pas écouté, je me suis écoutée moi. Et c'est vrai que j'étais contente de m'être écoutée et d'être allée au bout, quoi. Ça a changé quoi pour toi, cette UTMB 2019 depuis? On va dire la capacité en fait que cette UTMB a eu à procurer des émotions à beaucoup de monde, que ce soit mes proches, mais aussi tous ces nordistes, là, tous ces gens qui étaient derrière moi. J'ai eu des messages pendant des semaines. En fait, j'étais sur mon nuage, mais pendant plusieurs semaines, parce que tout le monde ne parlait que du TMB. J'ai été conviée à faire des conférences pour témoigner du dépassement de soi. J'ai fait 4 conférences comme ça. Et je voyais dans les yeux des gens l'envie en fait, de se dire, à mon tour, je vais oser me lancer sur un ultra ou sur une distance plus longue. Et ça me faisait plaisir de me dire, grâce à une perf perso, le trail, c'est quand même quelque chose qui est solitaire. J'arrive à partager quelque chose avec les autres et à les aider justement à croire en eux et à oser, quoi. Et ça, c'était tout l'hiver dernier. Tu étais plus perçue comme celle qui fait l'ultra trail, là, le sport un peu bizarre où il n'y a que des fous qui courent pendant des heures et des heures. Là, tu étais plus un exemple à suivre. C'est ça, c'est se dire, en fait, on peut tous y arriver, quoi. On est du plat pays, la montagne, c'est pas forcément facile pour nous, mais comme quoi, c'est possible. Et après, comme je l'ai beaucoup dit aussi, le mental, c'est plus de 50% pour moi pour réussir un ultra. C'est vraiment, il faut l'avoir en tête, il faut travailler bien sûr le physique, mais il faut aussi travailler le mental. Je suis persuadée que l'état que j'ai eu à partir du 100e kilomètre, c'est que le mental qui m'a porté, quoi. Et c'est quoi tu dis c'est que le mental qui m'a porté, mais d'où tu tiens cette capacité à être forte mentalement? Ça vient du triathlon, ça vient de plus loin, à ton avis, ça vient d'où? Je pense que c'est ancré au fond de moi, c'est, on va dire, caractériel, je pense.
Et plus je vieillis, et j'ai l'impression plus ça se décuple, parce que plus on en fait, plus on a envie de voir si on arrive à en faire plus. Et j'ai toujours en fait une pensée pour mon frère qui est décédé dans un accident de voiture en 98. Moi, j'avais 14 ans et je pense que ça m'a forgé un grand moral. C'est clair, c'est clair. J'aimerais avec toi lancer un moment particulier, c'est-à-dire je souhaiterais que tu me parles d'un moment extraordinaire. J'appelle ça le moment extraordinaire. C'est un moment dans ta carrière de traileuse dont tu te rappelleras toujours et qui sort un peu du commun. Alors bien évidemment, on ne va pas parler de l'arrivée de l'UTMB, mais est-ce que tu penses à un événement particulier ? Ouais, ce fameux Mercantour Trail où j'ai pris un départ, mais aujourd'hui je pense que je le ferai plus jamais, où je prends un départ quand même d'un ultra de 145 km dans le Mercantour, qui est quand même pas une montagne, on va dire, facile. Non, je te coupe, je te confirme, j'y étais le week-end dernier pour accompagner mon ami Thomas, c'est loin d'être facile. Ouais, tu vois de quoi je parle. Ouais, très bien, très bien. Et en fait, je pense aussi, c'est un peu la folie de la novice qui arrive dans le trail et qui se dit mais tout est possible de toute façon. Mais bon, pareil, je l'avais dans la tête de me dire ce fameux cheval m'a interdit ma saison, donc ce Mercantour, je vais prendre le départ et je vais le finir dans un sale état. Je savais que je le finirais mal, mais je vais le finir. Et c'est d'avoir eu, on va dire, les coronesses, de prendre un départ de trail avec un entraînement mais light. J'ai recommencé à courir début août. Mais j'ai couru 2-3 heures un week-end, c'est tout. Après, j'avais pas d'entraînement montagne. On s'est fait un trip en bikepacking en vélo 15 jours avant, donc j'avais la fatigue du bikepacking. Mais je suis arrivée comme une fleur, on va dire, sur cette ligne de départ. Et je crois que c'est un des pires moments de souffrance que j'ai eu. Au long de parce que j'ai quand même fait 45 heures de nuit dehors sans dormir. Je pense que c'est une expérience de vie. En fait, je vivais chaque heure qui passait en me disant c'est une expérience de vie. Tu vis une expérience, tu verras ce que ça donne et tu sauras pour la suite comment ça se passe. En fait, tu t'es servi de cette course comme un mantra ou comme un futur potentiel expérience de guide, quoi. Exactement. Et cette course m'a marqué parce que j'y pense. Dès que je suis dans le dur sur une course, je me dis mais ça peut pas être pire que sur le Mercantour. Parce que là, tu es entraîné, c'est moins dur. Donc, à chaque fois, c'est ma référence au niveau de la jauge de souffrance ou de difficulté. C'est que je me réfère toujours à ce Mercantour où j'ai pris un départ non entraîné, sans connaissance du parcours, où j'ai vraiment, sur la fin, au bout de la deuxième nuit, mais souffert le martyre, j'avais des ampoules. Heureusement, j'étais soutenue par 2 copains et je les remercie encore aujourd'hui, Marco et Olivier. Et je sais, aujourd'hui, jamais je referais cette connerie de prendre un départ d'ultra sans entraînement spécifique. Mais je me dis, voilà, c'était les folies de la débutante qui se dit que tout est possible. Et je l'ai fini. Mais... En fait, ça a dû t'apporter énormément sur le côté psychologique. Et comme tu disais tout à l'heure, ça peut pas être pire que ce que j'ai vécu ce jour-là, quoi. Enfin, ces jours-là. En fait, ça m'a forgé un mental pour se dire tu peux toujours aller plus loin, quoi. Mis à part l'arrivée de l'UTMB dont tu nous as parlé tout à l'heure assez en détail, est-ce que tu peux me citer ton plus beau souvenir de trail ou un de tes plus beaux souvenirs ? J'avoue que l'arrivée de l'UTMB, c'était énorme au niveau émotionnel. Après, un an avant, sur le fameux 130 de la Maxi Race, là, sur l'Ultra Race, l'arrivée était aussi... Tu finis 3e, hein, tu me confirmes. 3e. Et en fait, tout se passait bien, j'ai bien géré. Sur la fin, j'ai ralenti. Et j'ai mon mari qui me dit, au dernier point où on se voit au niveau du verrier, qui me dit, mais la 4e, elle est en train de te rattraper, là, il faut que tu accélères. Et c'est horrible, il restait 5 bornes. Je redescendais le verrier, c'était horrible de se dire, je vais finir un ultra au sprint. Et il me dit, mais t'as pas le choix, parce que là, elle se rapproche, mais vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Et donc, j'accélère. Et pareil, je n'explique pas. Je crois que c'est la meilleure descente de ma vie que j'ai fait, quoi. Je doublais tout le monde, et je lui ai remis 20 minutes dans les dents dans la descente.
je voulais cette 3e place, donc je suis partie, et c'est vrai que c'était un super moment parce que j'ai vu la capacité aussi du corps à se dire, mais on te dit que tu es en danger, et du coup, on retrouve de l'énergie alors que j'avais l'impression d'être cuite. Mais j'ai retrouvé un regain d'énergie de folie, mais c'est arrivé, je me souviens d'avoir sonné la fameuse cloche, mais c'était un soulagement et j'avais la rage quoi. Quand j'ai sonné cette cloche, c'était un grand moment quoi, un grand moment d'émotion aussi. Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu as un autre souvenir terrible de trail, mis à part le Mercantour? Non, parce que en général, enfin, je vais pas dire que j'ai de la chance, mais ça se passe toujours relativement bien pour moi. J'ai toujours des bonnes sensations, et même si j'ai des moments de difficulté, je me dis toujours que forcément, ça va revenir. Donc j'arrive toujours à retrouver de la satisfaction, et du coup, j'ai pas de mauvais souvenirs en particulier, quoi. Ça fait enfin, j'ai entendu une interview de Courtney Dalwater. D'ailleurs, pour moi, tu es un peu notre Courtney à nous. Hein. Tu as toujours le sourire, tu as toujours le smile, donc ça fait plaisir. Elle disait, quand elle a tenté un de ses FKT récemment, ou qu'elle a dû abandonner, elle disait qu'elle était en train de vomir au bord du chemin, et elle disait, de toute manière, ça fait partie du truc. Si je vomis à ce moment-là, c'est que ça fait partie du truc. C'est vachement particulier comme façon de voir les choses. Ça veut dire, en fait, accepter, ouais. Accepter les choses terribles, entre guillemets, qui t'arrivent. C'est ça. Mais je suis un peu, ouais, c'est un peu ça. C'est se dire, oui, en fait, t'as signé, ça fait partie du jeu, quoi. Tu sais que tu passais. En fait, je me prépare psychologiquement, on va dire, avant de me dire, l'UTMB, je m'en étais fait une montagne. C'est pour ça que tout le monde me dit, mais ça a été. Je dis, mais ouais, mais j'ai passé un UTMB, mais. Je pensais que ça allait être très, très, très dur. Et c'était dur, oui, mais je l'ai bien vécu. Et en fait, je me prépare tellement psychologiquement à me dire que ça va être un moment de bonheur, mais aussi de difficulté, que j'accepte au moment où il y a la difficulté de me dire, mais de toute façon, ça va revenir. Tu as un coup de moins bien, mais tu vas avoir de l'énergie qui va revenir, donc tu vas réapprécier les choses, quoi. Et après, moi, je suis que je lève les yeux. Quand je suis en montagne comme ça, ça me nourrit, en fait. Je me dis que j'ai de la chance d'être là, et que tout le monde n'a pas la capacité de faire ça, ou n'a pas la chance de pouvoir faire ça. Donc tout de suite, voilà, j'ai des pensées positives qui me permettent d'avancer. Alors là, j'ai vu que tu avais décidé de faire quelque chose d'un peu particulier. Tu as prévu de t'attaquer au record de D+, en 24 heures. Oui. Je crois que tu es la première féminine, il me semble, à le tenter. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? C'est un peu une folie, hein. J'avoue que ça m'a pris d'un coup, en fait, juste en lisant un article. Quand Patrick Bohard a battu le record là, il y a 3 semaines, je lis un article et je vois qu'aucune femme n'a tenté le record. Et là, j'ai un déclic, parce que ça faisait 4 jours que je cherchais un ultra avant la fin de l'année. Je voulais faire un ultra, là je suis en forme, je me sens en forme, et je me dis, il faut que je fasse un ultra, il faut que je trouve. Tout s'annule partout. Donc je me dis, mais comment je vais faire pour avoir un ultra ? Enfin, il faut partir loin, sinon. Et là, je me dis, ben voilà, j'ai mon ultra. Je vais faire tenter un record de 24 heures, et en plus, dans le Nord. Et où ? Sur un terri pour avoir du D+. Évidemment. Et donc, l'idée a germé. J'ai contacté pour avoir les autorisations. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, savoir où j'allais faire ça, parce qu'il faut aussi une cote qui soit rentable au niveau dénivelé, pente. Et puis, ça, c'était il y a 3 semaines. Et du coup, dans une semaine, je le tente. Après, je me dis, j'ai rien à perdre, je le tente. Je vais avoir la chance. Encore une fois, tu vois, je vois le positif. Je vais avoir la chance d'être en présence de mes proches. Je vais avoir tous les copains qui vont venir me soutenir. Je ne vais pas me retrouver toute seule dans la montagne pendant la nuit. Je me dis, c'est royal. Je redescends, c'est comme au bar, quoi. Je peux prendre un café. J'ai pas apporté mon ravito. Et alors, je te coupe, mais l'euphorie qu'il y a eu lors du dernier record, c'était Aurélien du Nampalaz, je crois. Il y avait un monde incroyable, il y avait le DJ en bas, etc. Alors peut-être ça va être pareil chez toi, mais c'est fou, quoi. L'engouement que ça apporte, ce genre d'événement aujourd'hui. C'est ça, je sens, j'ai eu énormément de messages depuis que j'ai communiqué il y a 2 jours là-dessus. J'ai énormément de messages, et c'est hyper motivant, parce qu'on sent que les gens me soutiennent et sont derrière moi. Je pensais qu'on allait plus me dire, mais t'es complètement. On me le dit, que je suis complètement folle, mais comme je leur dis, mais j'assume totalement. Ça sera mon ultra à moi, on va pas me l'interdire, même si tout est annulé.
Et j'aime l'effort de longue durée. Et ce qui m'a rassurée aussi, c'est que au bout de 24 heures à l'UTMB, mon mari me disait, mais t'es la seule qui est bien. C'est dingue. Il me dit, tout le monde arrive marqué du visage, fatigue. Il fait, toi, je comprends pas, t'étais mais nickel. Et je me dis, mais peut-être que je vais retrouver cette euphorie des 24 heures, comme durant l'UTMB, où mon corps encaisse. J'aurais bien aimé pouvoir faire un ultra cette année, refaire un 100 miles, voir si c'était la même expérience au niveau réaction du corps, parce que j'arrive à encaisser et j'arrive à garder une même allure pendant des heures. Et mon corps encaisse. En fait, j'ai la chance aussi d'avoir un estomac qui ingurgite tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est un gros avantage si j'arrive à m'alimenter autant que je veux. Donc ce sera une expérience de voir si ça réagit de la même manière. Je sais que je me prépare psychologiquement à me dire que ça va être de la souffrance, ça va être terrible. Mais voilà, je l'accepte et je me dis, là, je vois la côté avantageux d'être en présence des copains, de la famille, de ne pas avoir le sac de ravito à porter sur le dos. Et puis partager en fait aussi, apporter quelque chose aux gens, parce que là je sens qu'il y a un truc qui est en train de se créer là autour de moi et que les gens sont demandeurs aussi de me soutenir. Donc je me dis ça va être un grand moment de partage et je ferai tout pour aller au bout, quoi. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de prévoir pour que ce type de record soit homologué? Alors j'ai fait passer un géomètre qui a calculé par triangulation GPS le dénivelé, donc la pente aussi. Il faut faire une prise de sang 3 jours avant, 3 jours après. Donc ça, c'est prévu. Et puis, il faut un chronométreur validé avec une puce au bracelet qui est inviolable. Donc ça, je vais recevoir de la part de Fred Bousseau un bracelet inviolable comme avait Patrick Bohard pour les 24 heures qu'on fixe au début et qu'on retire à la fin. Donc il y a des petites choses comme ça à mettre en place. Ouais. D'accord, donc ça se reproduit, ce type de tentative de record, mais ça se concrétise et ça s'officialise vachement, je trouve. Hein. Du coup, là, on rigole plus. Hein. Ouais, je pense en plus que beaucoup vont partir là-dessus. Alors là, je vais être la première féminine. Je pense qu'il y aura d'autres filles derrière et je les encourage. Hein. J'ai peur qu'avec l'histoire du Covid 2021 soit un petit peu dans la lignée que 2020. Donc je pense que 2021, ça va être un peu le défi de tous ceux qui aiment l'ultra et qui ont envie de se défier si on n'a pas beaucoup d'organisations d'ultra trail. Ouais. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Là, c'est une question qui me vient, mais le fastest known time, c'est le temps le plus le connu, le plus rapide. C'est pas très développé chez nous, c'est-à-dire alors ça se développe notamment au Mercantour récemment. Toi, tu as pour projet de faire ce type de record ou pas sur des sentiers connus? J'ai pas pensé pour le moment, mais faudra voir comment l'année prochaine se déroule. Si on nous interdit encore de pouvoir avoir de belles organisations, à réfléchir, pourquoi pas, ouais. Je sais pas comment 2021 va se passer. J'espère qu'on va retrouver une normalité, mais j'ai peur qu'on soit sur une même lignée que 2020. Donc ouais, moi j'aime bien. En fait, j'aime bien sortir de ma zone de confort et j'ai besoin de challenge, c'est comme dans le boulot. Hein, j'ai bien qu'on fixe des choses et donc ce défi de 24 heures, c'est aussi sortir de ma zone de confort et puis avoir la satisfaction d'avoir réussi quelque chose un peu hors norme, quoi. On le souhaite aussi et l'épisode sortira après ton résultat. Donc on te souhaite le meilleur pour cette tentative-là. Quelle est ta vision à toi de ta pratique et de dans les années à venir, d'ici 5 ans? Comment tu te vois? J'espère. L'ultra reste l'effort que je préfère, mais après j'ai aussi j'ai participé à la Vanoise qui était 64 km, mais j'ai adoré aussi. C'est un effort beaucoup plus court. C'est rapide et du coup c'est hyper plaisant aussi parce que on en prend plein les yeux. On a juste en espèce d'une matinée et je me dis ouais, c'est sympa aussi d'avoir des distances plus courtes. Donc des ultras, mais aussi peut-être enchaîner une année sur des distances plus courtes et puis voir ce que ça donne au niveau résultat en faisant du spécifique sur des distances autour des 70-80 km. Ouais. J'ai l'impression que c'est en train de revenir un petit peu ces histoires d'ultra à 100%. J'ai l'impression que le plus court revient un peu à la mode. Je sais pas ce que tu en penses. Le problème de l'ultra, c'est que
ça fait mal. Ça fait mal au corps. Quoi qu'il arrive, ça laisse des traces. Il faut un temps de récupération très long. Donc, on ne peut pas en faire beaucoup dans l'année. Je pense que 2, c'est déjà beau. 3, ça devient être compliqué, sauf si on a la chance d'être pro et qu'on a un repos, on a un kiné. Donc, je pense que c'est ça aussi, c'est se dire, j'ai pas le droit de me louper si je fais 2 trails. Enfin, 2 ultra trails, j'ai pas le droit de me louper, quoi. Donc ouais, l'aspect plus court, ça donne aussi la possibilité de participer à plusieurs organisations et puis d'être vraiment en mode plaisir et le corps subit beaucoup moins, quoi. On arrive tranquillement, Élise, à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer ou un message à faire passer? Il y a un truc dont on parle peu, c'est le syndrome RED-S au niveau des femmes. C'est un sujet... Alors là, je ne sais pas du tout de quoi tu parlais, je suis désolé. Parce que là, je sais que Mimi 4K a pas mal communiqué sur ce syndrome. En fait, c'est une problématique pour les femmes dès qu'on fait beaucoup de sport. C'est tous les sports réunis, dont le trail. C'est qu'on a des dérèglements hormonaux. D'accord. Donc, moi, j'ai ça depuis des années. Depuis très longtemps, je suis sous traitement hormonal. Je sais que beaucoup de femmes ont ce syndrome de RED-S, mais peu en parlent. Donc, c'est pour ça que je m'étais dit c'est un sujet aussi dont on parle peu, mais qu'il faut en parler. Et il faut l'accepter. Je pense que quand on est une femme et on se dit mince, parce que du coup, dérèglement hormonal, ça veut dire on n'a plus ses règles. Ça veut dire qu'on peut avoir des soucis pour avoir des enfants. Ça veut dire on a plein de choses qui découlent. Moi, j'ai de l'ostéoporose. Je suis là-dessus. Donc, ça, c'est aussi un dérèglement au niveau du corps. C'est pas que j'ai de l'ultra. Attention, ça dérègle. Mais pas que l'ultra, c'est aussi le sport. Dès qu'on dépasse un nombre d'heures par semaine, le corps de la femme réagit en disant « Oula, attention, il y a une dépense énergétique trop importante ». C'est là où on rentre dans un cercle vicieux, on va dire. Mais on n'y peut rien. C'est le corps humain de la femme qui fonctionne comme ça. Donc c'est là où je veux dire, celles qui sont dans ce cas, c'est se dire, moi je l'ai accepté, c'est de me dire oui, j'ai un traitement hormonal pour empêcher que mes os s'empirent au niveau dégradation, mais après le sport, ça leur apporte aussi beaucoup de choses. Mais c'est aussi accepter, c'est se dire oui, je fais ce sport, je fais beaucoup d'heures de sport par semaine. Mais c'est se dire oui, mais j'ai pas le choix, c'est accepter d'être dans ce cercle vicieux si on veut faire le sport qu'on fait, quoi. Mais c'est pas évident. Je sais que psychologiquement pour certaines ça peut ne pas être évident, se dire est-ce que j'arrête tout, est-ce que je continue, et c'est vrai que c'est un sujet qui est très peu abordé et qui, je pense, qui serait amené à être développé un peu plus pour les femmes, parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, quoi. Et ce syndrome, ça engendre quoi principalement comme difficulté, notamment par rapport au trail? Du coup, on a des dérèglements hormonaux, si par exemple, moi j'étais pas suivie au niveau hormonal en complémentation, j'aurais l'ostéoporose beaucoup plus importante. Là, du coup, ça permet de réduire un peu le vieillissement de mes os. Et c'est pour ça aussi que je veux faire plein de choses comme je peux, comme là, je voulais faire un ultra cette année. Donc, je fais 24 heures parce que je me dis peut-être qu'un jour, on me dira qu'il faut arrêter de courir. Donc, c'est aussi ça. Tout est lié, on va dire, dans la manière d'aborder les choses, parce qu'en vieillissant, on ne sait pas comment les choses évoluent. Et ça crée, en fait, tout ce qui est hormonal, après, c'est plein de dérèglements partout au niveau du corps humain, quoi. Tout ce qui est endocrinien touche à tout, quoi. Donc, c'est vraiment important d'être suivi après, quand on a ce syndrome-là, pour maintenir un équilibre. Et puis, au niveau alimentaire, j'ai aussi appris à m'alimenter. J'apporte beaucoup de calcium, je mange énormément de fruits secs, de graines. Enfin, je fais vraiment attention, alors qu'avant, je mangeais un peu n'importe comment. Maintenant, je me dis, attention, ta santé dépend. Si tu veux continuer à faire du trail, il faut aussi faire attention à ce que tu apportes à ton alimentation en termes d'apport pour t'aider à maintenir tes os en forme, quoi. Message passé, Élise, très bien. Voilà. Je te remercie. On arrive à la dernière partie du podcast. Ce sont les questions rapides. Alors, des réponses courtes et pas d'arguments. Ok. Plat favori après la course? Des crêpes. Boisson favorite après la course? Coca. Alors, tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? Bar. Fait maison ou industriel? Artisanal, acheter artisanal. Tu préfères quoi? Vas-y. À la bonne énergie. À la bonne énergie.
Tu préfères courir en France ou à l'étranger? Les deux. Les deux? Ah ouais, les deux, parce que j'ai envie de dire plein ça marche pas. Faut choisir. À l'étranger. Tu préfères la terre ou les cailloux? Pour le moment, la terre. Tu es plutôt racine ou plutôt verglas? Racine. Tu préfères courir de nuit ou de jour? Jour. L'hiver ou l'été? L'été. Ah, tu es plutôt du matin ou du soir ou du midi? J'aime bien le midi. Ça fait gagner du temps. On est deux. Ouais. Alors, plutôt podcast, plutôt musique ou plutôt rien du tout quand tu cours? Musique. Seul ou accompagné? Accompagner, ça porte quand même. Mais des fois, c'est pas mal d'être seul. Oui, c'est pour ça que j'ai envie de dire les deux, mais j'ai pas le droit. T'as pas le droit. Non, faut en choisir. Hein. Et alors là, attention, la dernière question terrible pour toi. Terrible. Terril ou montagne? Montagne. C'est cool. Bon, mais Élise, je te remercie énormément d'avoir partagé ces presque 1h10 ensemble. Ça a été super chouette. Merci d'avoir parlé en détail de ton UTMB 2019. Félicitations encore pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que et on espère que tu feras par la suite. Merci beaucoup, Nico. Allez, je te dis à bientôt et merci encore d'avoir été présente. Et à bientôt. Merci à toi. Salut Élise. Ciao. À bientôt. Et ce soir, j'ai de nouveau invité Élise Delannoy. Alors, juste avant de te recevoir de nouveau, je vais donner la raison pour laquelle je t'ai invité. Alors, tu as fait ta fameuse tentative de record de D+, en 24 heures. Je vais juste donner les chiffres. 16 572 mètres de dénivelé positif, 144,8 km de distance, 279 tours. Chaque tour faisait 520 mètres et 59,4 mètres de dénivelé. Tu es la 4e référence mondiale de D+, en 24 heures. Élise, je te fais un gros coucou, une grosse félicitation pour cet énorme exploit. Comment vas-tu ? Merci Nico, ça va. Non, ça va, la récup se passe super bien. Je suis assez étonnée. Je pensais vraiment souffrir dans les jours suivants. Ouais. Et lundi matin, je me suis levée, j'ai marché et ça allait. J'ai juste beaucoup mangé parce que j'ai quand même perdu 3 kilos sur ces 24 heures. Donc, j'ai fait très attention là, bien manger, m'hydrater. Et là, ça revient à la normale. Donc, tout va bien. Et puis, j'ai repris le boulot. Faut retourner aussi dans la vie réelle. Donc, c'était un petit peu violent quand même, j'avoue, lundi. Mais voilà, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est vivre à 200%. Passer d'une Élise sportive à la Élise au boulot, comme si de rien n'était. Donc, c'était un super week-end, une super expérience. Au-delà du défi, oui, c'est super ce que j'ai fait, mais j'ai surtout apprécié, c'est l'échange humain, les encouragements. C'est ça qui me nourrissait, c'est ce que j'avais prévu. De pas avoir les paysages, oui, mais d'avoir tout ce monde autour de moi, c'était magique. C'était vraiment magique. Alors, je t'ai suivi sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en détail déjà le début? Comment tu te sens au début? Avant, tu es stressé? Tu es comment? Non, en fait, j'étais pas du tout stressée sur la ligne de départ. Déjà, j'étais seule, donc pas de stress parce que il y a pas à se placer, il y a pas à se dire faut que je sois. Il y a un goulot d'étranglement, faut que j'aille vite. Donc non. En fait, j'étais super contente d'être sur la ligne de départ. J'attendais ça depuis la veille. En fait, la veille, on me demandait comment j'allais et j'envoyais une photo d'un lion. J'avais l'impression d'être un lion en cage, mais avec la rage, quoi. C'était vraiment ça. Et le matin, c'était pareil. C'était long d'attendre 13 heures. J'avais qu'une envie, c'était d'aller sur le site et de prendre le départ. Donc, le départ, non, j'ai démarré très fort. Beaucoup trop vite, selon tout le monde. Je sais, mais je me suis dit, je suis en forme. Là, j'ai plein de watts à dépenser. Et je voulais en profiter, en faire un max le plus vite possible parce que je savais que le dimanche matin serait compliqué et que si j'avais du retard dès le début, ce serait encore plus compliqué. Donc, toute avance qui était prise, ce qui était fait, quoi. Donc, j'ai vu la manière dont tu as procédé. Alors, pour resituer un peu le contexte, c'était sur un des terrils
qui est pas loin de chez toi, sur une station de ski d'été. C'est complètement atypique. Hein. Ouais, tu peux nous en dire plus? Ça a dû faire rire tout le monde. En fait, c'est un stade de glisse à Neuilly-Mines. Le terri a été transformé dans les années 90 en stade de glisse. Donc, il y a beaucoup de monde qui apprend à skier là-bas. Je t'avoue que j'y allais. La seule fois où j'y suis allée, c'est pour faire la Ch'tite Ascension il y a 2 ans. Donc, c'était un trail, un défi où on devait faire l'équivalent du Mont Blanc. Ouais. J'avais gagné au scratch. Donc, je connaissais l'effort sur 7 heures et je savais que la pente était parfaite. J'avais la problématique du bitume parce que le bitume, pour moi, c'est vraiment terrible. Au fur et à mesure du temps, ça va bien. Hein. C'est vrai que certains disent que c'est un avantage, mais c'est un avantage pendant quelques heures. Mais au bout d'un certain temps, c'est plus du tout un avantage parce que on dit toujours de toute façon que la route abîme beaucoup plus que le chemin. Et je peux vous dire que les pieds en ont souffert. Là, j'ai eu des sensations. J'ai retrouvé mes sensations le lundi seulement. Mais il y avait un revêtement. Les pieds, ça a été vraiment. Il y avait un revêtement en fausse pelouse, non? En haut, en fait, j'avais un tout petit bout là sur la dernière pente plus pentue. J'avais une espèce de tartan moquette, enfin je sais pas, et ça c'était comme ça, hein, ça appartient au stade de glisse. Et il y avait aussi des bastins de bois que je devais éviter, ça c'était des petits obstacles dans la descente. Et j'avais demandé, en fait, le directeur m'a dit est-ce qu'on doit adapter. Je dis non, moi je veux pas qu'il y ait des adaptations pour moi, c'est moi qui viens, donc on ne change rien, on laisse tout en place. Donc non, c'était vraiment bitume sur une longue partie, et ça, ouais, ça m'a, au début je me suis dit j'essaye de trouver un autre terri où c'est vraiment du schiste, et là je serais beaucoup plus à l'aise pour les descentes. Malheureusement, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc il faut des autorisations de dingue. En 3 semaines, c'est impossible. Et par rapport au Covid, c'était beaucoup plus simple aussi, où j'avais pas de déclaration à faire à la préfecture. Donc je suis partie sur Neuilly-Mines. Et je pense que c'était la bonne idée. La pente de 23% était vraiment top pour pouvoir tenir les 24 heures. Ouais. Et petite question, un peu, je me suis posé la question en te voyant démarrer. Je m'attendais plutôt à te voir en nature, sur un terrain naturel. Le choix n'a pas fait trop parler, le fait que ce soit pas naturel? Non, si, j'ai entendu, c'est plus le bitume qui a fait parler, c'est pas tant le fait que oui, t'étais au milieu de la ville de Neuilly-Mines. C'est plus le bitume, mais franchement, pour avoir connu l'ultra sur chemin, et là, pour avoir connu le bitume, même dans les descentes, et puis avec la chaleur, le bitume, en fait, garde la chaleur. C'est pas forcément un avantage. Non, pour moi, c'était un inconvénient. Je voulais pas de bitume à la base, parce que pour moi, c'est un inconvénient. Et je l'ai vraiment vécu parce que ça tape beaucoup plus dans les descentes, ça transmet beaucoup plus la chaleur. Il n'y a pas ce côté coussiné de la terre ou de la caillasse ou qui amortit un peu plus. Là, ça tape vraiment, ça rebondit. De toute façon, on m'a dit que mes ischios étaient enflés le lendemain. Moi, je ne voyais pas. Mais ouais, non, là, j'ai encore les chevilles, les pieds. Je vois bien que tout est encore enflé de l'impact, en fait. Même mon podologue m'en a encore parlé ce midi. Il m'a dit, mais oui, c'est beaucoup plus traumatisant pour le corps, le bitume. Mais j'avais pas le choix. Je me suis adaptée. En fait, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Voilà. Je voulais pas me dire, je prends la voiture, on fait 8 heures, on part sur une belle montagne. Voilà. Moi, l'idée aussi, c'était de mettre un petit peu en avant la région, faire parler un peu du Nord. Et puis, c'est réussi. Ça a été chose faite. Et donc, comment ça se passe au niveau de l'ambiance? Au début, il y a du monde, il n'y a pas de monde, c'est calme. Comment... Au début, il y a mes proches, il n'y a pas trop de monde encore. Et puis au fil de l'après-midi, ça commence à bien venir. J'ai mes pacers qui arrivent les uns après les autres, qui s'alternent. Et fin d'après-midi, il faisait beau, ça c'était génial aussi pour moi, c'est que les gens sont venus prendre l'apéro en mode pique-nique. Donc là, j'avais des bandes de copains un peu partout, c'était génial parce qu'ils me soutenaient. Quand j'ai passé la barre du marathon, en fait j'ai passé la barre du marathon en même temps que le Mont Blanc. Donc ils ont trouvé ça génial, donc ça a été allez, on boit un petit coup pour Élise. Donc ils étaient vraiment chauds dans l'ambiance, ils m'ont soutenu. Beaucoup sont restés jusqu'à au moins 3 heures du matin.
Ah ouais. Et moi, je me rendais pas compte de l'heure, mais beaucoup sont restés très très tard. Ils voulaient plus partir. Il y en a même qui ont dit, on va chercher la tente, on reste dormir ici. Enfin, Ouais. donc c'était vraiment super au niveau ambiance. Forcément, ça s'est quand même vidé en deuxième partie de nuit. Mais non, au niveau ambiance, le dimanche, je savais qu'il y aurait beaucoup de monde pour faire le final. Ah, j'ai vu, Et à j'ai partir vu le final, c'était hallucinant. on m'a dit qu'il y avait plus de 300 personnes. C'était hallucinant. C'était incroyable, ouais. Et j'étais vraiment portée Tu m'étonnes. par l'ambiance. Enfin, on me disait ouais, que par moments, j'allais plus très droit. Et j'étais vraiment en souffrance sur les 3 dernières heures. C'était vraiment souffrance, mais je pouvais pas, je m'interdisais de penser à la douleur et je m'interdisais vraiment de me dire, mais t'as le choix là, t'as le droit d'arrêter. Non, je ne pouvais pas. J'allais au bout parce qu'ils étaient là, ils étaient venus pour moi. Il y en a qui étaient là depuis 6 heures du matin. Il y a 3-4 personnes qui se connaissaient même pas le trail, je pense, qui ont juste vu dans le journal ou entendu parler à la radio. Et du coup, ils sont venus et ils hallucinaient totalement sur la capacité du corps humain. Et du coup, ils sont revenus très tôt le matin. Ils m'ont dit, mais il fallait qu'on soit là pour vous soutenir. C'est surhumain, inhumain ce que vous faites, quoi. Donc, non, ça faisait plaisir. Vraiment, le côté fédérateur, ce que je voulais créer, c'était une réussite. Ouais, c'était vraiment une réussite et ça me plaît beaucoup au-delà de l'aspect, oui, au record, défi et la réussite, quoi. C'est clair. Et est-ce que tu peux nous parler comment tu t'es senti? Est-ce qu'il y a un moment donné sur ces 24 heures où tu étais vraiment au fond du trou ou pas du tout? Ah si, ouais. Si. En fait, en milieu de la nuit, j'ai une barre au ventre qui s'est intensifiée. Maintenant, j'analyse, je sais, enfin, j'ai pas utilisé mes bâtons quand même depuis l'UTMB. Donc forcément, la technique des bâtons n'était pas forcément la meilleure et j'étais toujours courbée sur les bâtons. Mes pacers étaient là, redresse-toi. À chaque fois, ils me le disaient et je leur disais, dites-moi de me redresser. Et machinalement, je me recroquevillais et je me pense que la position a bloqué ma digestion. Ouais. Les descentes à répétition avec le bitume en plus, ça a bloqué. J'ai jamais de souci de digestion d'habitude. Je mange tout ce que je veux. Et là, à un moment, j'ai dit, je peux plus manger. Et mon mari est assis. Si, faut que tu manges. Je fais, je peux plus. Non, là, je ne peux plus. Donc, il a arrêté, il a compris. Et même boire, je voulais plus. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Donc là, je me suis dit, aïe, je dois tenir jusque 13 heures. Mais comment ça va tenir si j'arrive plus à m'alimenter? Donc là, j'ai eu un petit coup de stress. Et puis, on a trouvé une solution. C'est que mon mari, donc Nico, a eu une super idée. Lui, il connaît bien les soucis digestifs. Et la seule chose dont il a envie, c'est de la glace. Donc, il m'a dit, est-ce que tu veux du sorbet? Et là, à 7 heures du matin, j'ai fait, ah ouais, du sorbet, ouais. Et il s'est démerdé. Il a demandé à une copine d'aller acheter à l'ouverture à 8h30 du sorbet. Donc, je me suis enfilé un bac de sorbet framboise cassis jusqu'à 13h. Il me donnait une cuillère de glace dès que je montais ou plusieurs cuillères, mais ça m'a requinqué quand même sur la matinée. Et le gros moment difficile, c'était quand même les 3 dernières heures où le corps a mal partout, les pieds, c'était terrible. Je pense que je boitille même sur la fin parce que je sais même plus comment les poser, je sais même plus comment je descends. Enfin, alors que je pensais que c'était allait être mes cuisses et mes mollets qui allaient souffrir. Et ben non, c'était vraiment les pieds, quoi. C'était les pieds. Terrible. Ouais. Donc ça a été difficile et forcément le fait de mal s'alimenter, je l'ai ressenti dans le rythme et j'ai baissé ma moyenne à chaque tour. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ça a tenu quand même. Le tout, c'est que ça a pu tenir jusqu'à la fin, quoi. Et tu étais sur des bases du record du monde sur combien de temps, il me semble? Un long moment, pendant 16 heures, ouais. Pendant 16 heures, j'étais sur les bonnes bases. Ouais. C'est au-delà de 16 heures où ça a commencé à défaillir parce que l'alimentation était plus là, donc ça s'est senti, ouais. J'arrivais plus à prendre de boissons isotoniques, j'étais à la menthe. J'étais à la menthe à l'eau, quoi. C'est le seul truc, le côté menthe, je me dis ça va aider à digérer, ça va permettre. Donc non, ça a été. Mais j'ai eu peur que ça soit vraiment bloqué totalement et la glace m'a redonné du sucre et m'a permis de maintenir l'effort. Ouais. Donc ça c'était. T'as eu des échos d'autres femmes qui ont souhaité t'emboîter le pas ou pas? Non, il y a Courtney de Walter qui m'a suivi beaucoup, qui m'a félicité. Donc non, c'était chouette. Courtney, je l'aime beaucoup, donc ça m'a fait plaisir d'avoir ses félicitations. Mais non, j'ai pas eu vent pour le moment de tentative prochaine, mais j'espère vraiment que quelqu'un va s'y attaquer et rapidement parce qu'il faut il faut faire perdurer l'idée. Et donc on verra là, dans les semaines prochaines.
En tout cas, félicitations. Est-ce que tu voudrais faire passer un message par rapport à cette tentative ? C'était le côté. On dit toujours que on se rend compte que les femmes ont un niveau quand c'est du très très long qui se rapproche des hommes. Et là, c'était ma volonté aussi de prouver que plus l'effort est long, plus une femme est capable d'avoir un niveau égal à un homme. Et c'était ça aussi, montrer que on n'est pas énormément dans le monde du trail, donc ce serait bien qu'il y ait plus de femmes parce que je pense qu'on est vraiment faites pour cet effort. Donc il faut juste qu'on soit plus nombreuses pour faire plus de bonnes places au général. Et là, on est tellement peu que ça peut pas trop se voir. Donc, on souhaite et le message est passé. Et en tout cas, je te dis encore d'énormes félicitations pour cet exploit. Et puis merci de nous l'avoir fait partager à travers les réseaux sociaux et puis à travers cette interview. Ça marche, merci beaucoup. Allez, bravo encore et puis je te souhaite une bonne soirée, Élise. Pareil, ciao. Salut, ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié mon échange avec l'invité du jour. N'hésitez pas à rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux à Let's Try Podcast. Mais vous pouvez également me retrouver sur mon site internet en tapant Let's Try Podcast dans la barre de recherche. Au risque de me répéter, je vous invite à aller noter avec 5 étoiles et à mettre un commentaire sur la plateforme Apple Podcast, c'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, en sélectionnant les différents liens présents sur les plateformes, vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Enfin, et pour terminer, et c'est ce qui compte le plus pour moi, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous, ceci permettra d'augmenter la communauté. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode, mais d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut